Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la libre antenne dans laquelle vous êtes invités à vous exprimer sur votre monde extérieur comme intérieur, de ce qui fait lien entre les deux. Les échecs et déceptions de la vie personnelle et professionnelle d'un individu déjouent ses ambitions concernant le monde extérieur, difficile alors de se fuir soi-même. Le retrait dans la souffrance psychologique permet à ce moment-là de se tourner vers son monde intérieur, lieu de résolution de toutes nos problématiques. Les symptômes, aussi désagréables qu'ils puissent être, ne sont pas une simple nuisance ou des éléments venant juste vous compliquer l'existence. Ils représentent également une opportunité de guérison. Le chemin thérapeutique consiste à admettre que les troubles émotionnels et psychosomatiques représentent une tentative de l'organisme de se libérer lui-même de vieilles empreintes traumatiques, de se guérir, de simplifier son fonctionnement. Le thérapeute ne fait donc alors qu'encourager un processus spontanément mis en œuvre, un peu comme dans la médecine homéopathique qui active les symptômes pour aboutir à leur résolution. Alors ici, dans la libre antenne, on pratique cette homéopathie en petits granulés distillés au micro d'Europe 1. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. 39 21, on s'y écoute et on s'y répond. Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir. Je suis très émue de vous avoir au téléphone. C'est émouvant, c'est inattendu. Et puis voilà, je voulais simplement dire que aujourd'hui c'est la journée des infirmiers. Je sors de l'hôpital ce soir et je savais pas que c'était la journée des infirmiers. Donc j'ai souhaité la fête à personne, à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et je voulais leur dire un gros merci. Parce que s'ils n'étaient pas là, moi je ne serais pas là. C'est super je vous remercie Virginie de leur rendre hommage ce soir. C'est une belle intention et je suis contente que vous ayez appelé pour ça. C'est normal, je savais pas parce que quand on est hospitalisé, on n'a pas toujours l'éphéméride devant les yeux ou on n'a pas toujours la radio à côté, surtout que j'étais dans un hôpital assez particulier. Donc, quand je suis rentrée ce soir et que j'ai entendu que c'était la journée des infirmiers, et j'ai dit, moi, je vais leur rendre hommage parce qu'ils font un boulot merveilleux, quelque chose de fabuleux. Ils donnent de leur personne, ils donnent de l'amour quelque part. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui n'attend rien. Qui n'attend rien, tout à fait. Et c'est beau. Oui. Voilà. Donc je voulais simplement dire merci. Merci à tous ces gens-là. Merci à tous ces gens qui font attention à nous, qui nous aident, même quand on est dans dans une détresse pas croyable et qu'on est, nous, pas sympa avec eux parce qu'on les prend un petit peu de haut et puis et c'est pas toujours évident. Et là, ce soir, j'ai envie de leur dire merci, bonne chance et puis on vous aime, quoi, parce que si vous étiez pas là, nous, on serait pas là. Et donc, grâce à eux, en fait, vous avez vécu une hospitalisation qui s'est bien passée pour vous? J'ai vécu plusieurs hospitalisations et là, j'ai découvert un monde merveilleux parce que les autres patients m'appelaient maman. Ah oui? Ça me fait rire parce que parce que quand il y en avait un qui n'arrivait pas à ouvrir son sucre, je l'ouvrais et les infirmières... C'est-à-dire que vous avez été là pour d'autres patients, c'est ça que vous voulez dire, Virginie? Ouais. Et puis,
Mais je le faisais pas dans l'ombre des infirmiers ni des infirmières, hein. Elle le savait, elle le voyait et elle rigolait parce que elle me disait mais vous êtes la maman du service, quoi. Et vous êtes restée combien de temps dans le service? Je suis pas restée longtemps du coup. Ouais. Du coup, pourquoi? Par conséquence du coup, parce qu'ils ont vu que j'étais pas... En fait, j'ai fait une tentative de suicide et puis forcément, on se retrouve en hôpital psychiatrique et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus atteints que nous et on se rend compte que le malheur, il est partout. Mais en fait, vous avez fait votre tentative donc cette semaine, c'est ça? Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? La semaine passée. Et vous êtes resté une semaine à l'hôpital? Je suis restée une semaine à l'hôpital, mais c'est pas la première fois parce que j'ai eu un gros décès dans ma famille. Ma petite fille est décédée et l'anniversaire, c'est anniversaire. C'est un mot qui ne me convient pas, anniversaire. Oui. Parce qu'elle est plus là. Ouais. Vous ne pouvez pas fêter son année. Ouais. Non. Je comprends. Voilà. Donc, j'ai fait une grosse bêtise que je regrette et que d'un autre côté, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de rencontrer des gens bien. Qui vous ont redonné de l'espoir dans la vie. Qui m'ont redonné de l'espoir, qui m'ont redonné de la vie. Qui vous ont fait comprendre que votre vie était précieuse, unique. Tout à fait, tout à fait. Et que de regarder un oiseau dans le ciel, c'est peut-être un petit clin d'œil de ma petite fille qui est décédée. Et puis j'ai essayé, moi, de mon côté, de leur redonner ça, pas aux infirmiers ni aux infirmières, mais aux patients. De faire passer ce témoin-là de vie. Voilà, de leur relancer le pouvoir, de leur dire, mais zut, vous êtes là, mais réagissez, ils sont là. Parce qu'il y a énormément de gens qui se plaignent. Oui, l'infirmière, elle m'a passé ma chambre. Non, mais les infirmières, elles sont pas des femmes de ménage. Elles sont pas. Il faut les respecter. C'est des femmes qui sont exceptionnelles, qui sont à votre écoute, qui sont et vraiment, vraiment, vraiment infirmières comme infirmiers d'ailleurs. Hein. Et c'est vraiment des gens bien. Et j'avais envie ce soir de leur rendre hommage. Oui, parce qu'à vous, ils vous ont redonné quelque chose, en tout cas un espoir dans la vie, une envie de vivre que vous aviez perdu. Ils m'ont redonné beaucoup et puis je tiens maintenant je sais que je tiens à la vie. Oui. Par cette expérience-là. Par cette expérience-là, je l'humanité, sais d'être lié aux autres. Voilà. Oui. De passer un message qui est main dans la main, quoi, que tout le monde s'entende, que tout le monde soit bien et que les gens se respectent les uns les autres. C'est une histoire de respect en fait. Oui, et de respect finalement de ce qui est vivant. Vous parlez et que vous aviez peut-être oublié. Moi, je l'avais oublié. Vous avez d'autres enfants, Virginie ou Oui, j'ai d'autres enfants, mais avec qui ça se passe pas très bien. Pas très bien. Qui sont grands? Qui ont quel âge? Oui, j'en ai un qui a 34 ans, j'en ai un qui a 26 ans avec qui ça se passe très bien. Et j'en ai une qui est en pleine crise d'adolescence, qui veut plus me voir, qui veut plus... Mais maintenant, je sais que j'ai confiance. Je me dis... Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, maintenant j'ai confiance et je sais qu'elle me reviendra. Oui. Et cette petite fille que vous avez perdue, c'était il y a longtemps? Elle était jeune? Elle avait quelle place dans la fratrie? Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans et elle s'est pendue. Ah, elle s'est suicidée, votre petite fille. Et dans la fratrie, elle était C'était la petite dernière. C'était mon petit alter ego parce qu'en plus, elle me ressemblait trait pour trait. Donc, c'est dur. Oui. Et vous pensez ce que vous vivez, c'est qu'elle a agi quelque chose qui vous ressemble et que vous devez faire comme elle? Je pense que si elle n'a pas voulu de moi, j'ai quelque chose à faire. Et j'ai l'intention, je suis pleine de bonne volonté parce que j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de peindre pour elle, j'ai envie, mais j'ai surtout envie de raconter son histoire parce que même si c'est vrai que le harcèlement à l'école, c'est très à la mode maintenant. Et c'est ça qu'elle a vécu.
Et c'est ce qu'elle a vécu. Elle s'est fait violer, elle s'est fait... Et puis... Mais maintenant, je sais qu'elle veut pas de moi. Donc ça veut dire que j'ai encore quelque chose à faire pour elle. Et je le ferai pour elle. Et je le ferai pour tous les gens qui m'ont aidée. Ouais, en tout cas, quand vous dites elle veut pas de moi, son projet, c'est pas que vous la rejoigniez. Non, c'est pas qu'elle veut pas de moi. C'est ça, j'ai compris. C'est pas que vous la rejoigniez, mais c'est que vous soyez bien dans la vie pour être à ses côtés. Voilà, tout à fait. Je comprends, dans la vie. Ouais. Et puis, sincèrement, je suis émue ce soir parce que je sors de l'hôpital. Je suis arrivée ce soir à 5h chez moi et j'ai allumé la radio parce qu'à l'hôpital, on n'écoute pas la radio, on voit pas forcément ce qu'il faut voir. Et quand j'ai su que c'était la journée des infirmiers, j'ai dit, mais non d'une pipe, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir, quoi, il faut leur dire, on vous aime, et puis heureusement que vous êtes là, et puis même si parfois vous êtes dur avec nous, c'est pour nous rendre service. Oui. C'est pas du tout pour nous descendre, c'est pas du tout pour être mauvais, c'est simplement parce qu'il faut qu'on réagisse, et puis que... Bon, moi, personne n'a jamais été dur avec moi, mais je voyais les gens qui me disaient, il est pas sympa. Si, il est sympa parce qu'il essaye de te faire comprendre que si tu continues à écrire « je vais mourir » sur le tableau, tu pourras pas t'en sortir. C'est qu'il y a une décision à un moment donné, de même que vous avez pris ou un individu prend la décision de ne plus vivre, il y a aussi à prendre la décision de vivre. Et pour ça, quelquefois, on a besoin d'être aidé ou de passer un contrat, une sorte de contrat avec un autre thérapeutique qui va vous aider à vous remettre dans cette vie que finalement vous avez d'une certaine manière choisi, mais dont vous n'êtes pas totalement propriétaire, parce que vous avez quelque chose à y faire, à réaliser, un trajet d'âme. Et ce trajet d'âme ne vous appartient pas. Votre ego croit qu'il lui appartient, mais il ne vous appartient pas. Ah non, pas du tout. Non, mais ça, j'en suis très consciente. Mais je veux écrire un livre. Je suis pleine de projets. Je suis ressortie, en fait, galvanisée. Et en plus, ça m'a permis de reprendre contact avec un de mes grands-enfants qui a 26 ans. Et quand il m'a vue dans une telle détresse, il m'a tendu la main, quoi. Et c'est très beau. C'est grâce à ça, c'est beau, et je souhaite à tous les gens qui sont hospitalisés d'écouter, surtout écouter les gens qui sont autour d'eux, et puis moi ça va vous faire sourire, mais j'avais une petite, elle avait quand même 44 ans, mais elle me lâchait pas. Et c'était je t'aime. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, tu t'aimes toi d'abord et après tu m'aimeras. Et quand je suis partie, je lui ai dit au revoir. Et elle m'a dit, je vais essayer de m'aimer. Et pour moi, je me suis dit, j'ai pas perdu ma journée. Non, c'est clair, bien sûr. Il avait transmis un message. Voilà. Et puis les infirmiers font que ça toute la journée, quoi, de les recadrer, et je trouve ça fabuleux. Et si j'avais l'âge, maintenant je suis un petit peu trop, pas trop vieille. À 50 ans, on n'est pas trop vieille, mais et je n'ai pas j'ai pas le peps pour reprendre des études, et puis surtout que j'en ai repris plein d'études, j'ai fait énormément de choses, mais je vais aider d'une autre manière maintenant. J'ai compris que, en fait, il faut savoir écouter, il faut savoir regarder, et puis il faut savoir donner de l'amour, mais sans trop en donner, parce qu'après on nous vampirise. Donc j'ai compris ça. En tout cas, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à faire de votre souffrance et de ce qui vous est arrivé, et que ça vous appartient, et que là où vous pouvez agir et donc retrouver de la vie, de la liberté, c'est là où vous pouvez
être là dans la souffrance que dans vous la avez. Souffrance, parce que de toute façon, on m'a dit il faut arriver à faire votre deuil. Comment peut-on faire le deuil d'un enfant? On ne le fait pas. On ne peut pas le faire. On peut vivre avec, mais on ne peut pas le faire. Donc c'est ce que j'ai expliqué au psychiatre pas plus tard que ce matin. J'ai dit moi je peux pas, je vais pas vous dire que je vais faire le deuil de ma fille parce que je ne le ferai pas. Je peux pas, mais par contre je peux vivre avec. Je peux regarder un oiseau le matin, un oiseau qui vient picorer et puis me dire c'est elle qui me fait un petit coucou. Et je peux avoir ce projet, comme vous dites, d'écrire ou artistique, de donner corps à cette souffrance, de lui donner un lieu d'expression. Elle a besoin de s'exprimer, votre souffrance de mère. Tout à fait. J'ai pas la prétention cette impuissance. d'être. Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est faire quelque chose quand on est confronté à son impuissance, comme ça, il y a une souffrance terrible. Et évidemment, ce qu'on n'a pas voulu et ce qui est invivable d'une certaine manière. C'est qu'est-ce que je peux, un peu comme un alchimiste, comment vous allez transformer. C'est un travail d'alchimie qui vous attend, Virginie. Oui, mais qui est douloureux. Maintenant, je me sens prête. Oui, qui est en soi exigeant, douloureux, pas simple, un trajet, et qui est transformé. Il faut repasser par des événements douloureux pour pouvoir réécrire. C'est vrai. Pouvoir, c'est juste. Il faut y repasser. Il faut l'admettre et je me sens prête là maintenant et je me sens prête justement grâce aux infirmiers et infirmières d'ailleurs en voyant toute l'abnégation qu'ils ont en fait. C'est fabuleux ce métier. Et ça vous aide, vous, à traverser. Alors, Virginie, on a Frédéric qui vous écoute, qui est lui-même infirmier et qui est sensible à votre témoignage ce soir et qui avait envie d'échanger avec vous. Bonsoir, Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Merci. Alors, il y a un petit rectificatif. Je ne suis plus infirmier, je suis à la retraite. Oui. Ah oui, j'étais infirmier en psychiatrie, oui. Ah oui, avec une voix si jeune, on vous imagine pas. J'ai fait une carrière complète, oui. Alors, du coup, bien sûr que j'ai été sensible à la gentillesse des mots de Virginie, c'est ça, Virginie? Oui, Virginie. D'autant qu'il faut bien dire on parle assez peu de nous la plupart du temps. Ah bah oui, c'est clair. Bon, je voulais vous remercier. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, par rapport à cette profession, je peux vous dire que on est terrain de stage dans les hôpitaux, donc on reçoit des stagiaires à longueur d'année, quoi. Donc nous, on en a vu passer dans les services des centaines, quoi. Et à la fin de ma carrière, ma grande richesse professionnelle, c'était de pouvoir dire à ces jeunes futurs professionnels que si j'avais un métier à refaire, à coup sûr, même en connaissant la difficulté, si j'avais tout à refaire, j'aurais fait exactement le même métier. C'est beau, et moi, malgré mon bac plus 7, je serais capable de... J'aimerais revenir en arrière et faire ce métier-là. Et faire ce métier, parce que c'est un métier magnifique et merveilleux. Et vous avez de l'or, dans la tête, vous avez de l'or dans les mains. C'est fabuleux parce que il y a des gens qui sont franchement, moi je l'ai vécu, et je l'ai vu. Des gens de mon âge en plus qui ne me quittaient pas. Je t'aime. Et je dis mais laisse-moi j'ai besoin de ma bulle, moi. J'ai besoin de rester dans ma bulle. Et vous n'avez pas le droit de rester dans votre bulle, en fait. Et puis, aussi par rapport à ce que vous décrivez de ce que vous avez traversé, je voulais vous dire à vous, mais aussi d'une manière un peu générale, parce que souvent les gens ont un peu tendance, j'ai remarqué tout au long de mon expérience professionnelle, et surtout à l'extérieur de l'hôpital, à minorer beaucoup le danger d'une dépression, quoi. Alors, on recevait des gens qui avaient été suivis plus ou moins bien, mais souvent avec beaucoup de bonne volonté par des généralistes, mais qui étaient dans un état, c'est-à-dire que dès le départ, ils s'adressaient pas à la bonne personne, quoi. Et donc,
Donc on recevait ces gens-là et je me disais, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Très tardivement, vous voulez dire, Frédéric? Ah, bah oui. Bah oui. Alors, ils étaient restés à voir un généraliste qui avait attendu. Mais oui, qui les suit pendant des mois, voire des années. Enfin, des fois, c'est impressionnant, quoi. Ah, mais moi j'ai rencontré une psychanalyste pendant plus de 7 mois et en fait, elle en revenait toujours à la mort de ma fille et je ressortais de chez elle plus déprimée qu'en y rentrant. Ouais, comme brisée, comme ramenée à l'événement. Voilà, parce que c'était un tourbillon en fait. Donc j'ai arrêté. J'ai dit bon stop parce que je me sens plus brisée en sortant qu'en y rentrant. Et du coup, souvent on rappelait aux gens qu'une dépression pas soignée ou mal soignée, et surtout avec des idées suicidaires, c'est aussi sûrement mortel que plein de cancers ou de maladies somatiques, quoi. Mais clairement, hein. C'est-à-dire que le jour où il y a passage à l'acte, mais la vie des gens est en danger, quoi. C'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quelqu'un m'a téléphoné, j'avais vidé toute ma pharmacie. Et quelqu'un m'a téléphoné, m'a trouvé bizarre, a téléphoné aux pompiers, donc ils m'ont cassé un carreau. Là, j'ai un carreau à refaire. Mais c'est pas grave, hein. Je suis en vie, c'est le principal. Et puis, voilà, quoi. Il a appelé les pompiers, il m'a sauvé la vie. Bon, écoutez, tant mieux que les choses soient passées comme ça, bien sûr. Oui. Voilà, tout simplement. S'il m'avait pas appelé ce soir-là, il n'aurait pas compris que j'étais... Il m'a trouvé complètement à l'ouest. Il m'a trouvé, pourtant, je suis quelqu'un de très posé, de très. Et il m'a trouvé complètement incohérente et il a téléphoné aux pompiers. Il a dit il faut y aller là parce que pas bien. Et il a bien fait parce qu'il m'a sauvé la vie. Et puis la petite chose amusante, c'est que là j'ai 61 ans, donc je suis à la retraite depuis 5-6 ans, puisque nous les infirmiers on est service actif. Oui. Comme tous les soignants d'ailleurs de terrain, on peut prendre notre retraite à 55 ans et donc je l'ai prise. Oui, mais je crois que heureusement. Et je l'ai prise à 56 ans. Et, ça m'a un petit peu manqué au départ, c'est vrai, le soin. Bon, mais maintenant je suis très heureux à la retraite. Mais j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait une journée des infirmiers, j'en savais même rien. Ah voilà. Et du coup, au moins j'aurais servi à quelque chose. Non, mais attendez, je l'ai découvert cet après-midi, parce que ma compagne me dit, elle me dit bonne fête. Je dis mais alors, vu mon prénom, ma fête c'est plutôt en juillet, je comprenais pas. Je dis mais pourquoi bonne fête? Elle me dit mais c'est la fête des infirmières. Je lui dis attends que je suis à la retraite. Elle dit oui mais t'es infirmière. Oui, voilà. Parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait une journée des infirmières. Franchement, j'en savais rien. Alors il y a Fon qui envoie un message, Frédéric Ferrico, à ce que vous disiez. Elle dit les gens ont encore parfois très peur du psy et c'est aussi fort dommage. Avec ou sans dépression, on apprend tellement de soi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de peur. Oui, comment vous l'expliquez, vous, Frédéric? Il y a de la peur, mais je pense qu'on peut mettre un autre mot. Il y a de la honte, souvent. Ah ouais. Voilà. Parce que c'est plutôt ça qu'il faut dire. Les gens comme si on était atteint d'une maladie mentale et donc d'une maladie honteuse. Ça reste une maladie honteuse. Si vous saviez le nombre de gens qui associe encore le fait d'aller à l'hôpital psychiatrique et d'être fou. Enfin, c'est quand même dingue ce truc. C'est vrai. Je veux dire, fou au sens... si c'est de psychose dont il s'agit, c'est vrai que communément, on peut parler de folie au sens du délire, autre chose comme ça. Mais d'une manière générale, c'est plutôt de maladie mentale dont il s'agit. Et on n'arrêtait pas de dédramatiser. On passait notre temps à ça, dire aux gens, mais attendez, heureusement que vous avez été hospitalisé. Et l'autre jour, j'ai entendu dans une émission de radio un truc qui m'a fasciné. Alors, je ne saurais pas vous redire quel psychiatre disait ça à ses patients. Mais quand il recevait un patient en premier entretien qui était dépressif et vraiment pas bien, il lui disait « vous avez beaucoup de chance ». Alors, certainement que le patient devait le regarder avec des yeux ronds. Et il lui disait, parce que vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire vraiment évoluer. Et peut-être que vous auriez terminé votre vie très con. Il leur disait, c'était très étonnant comme truc. Et alors, moi, j'étais... mais en fait, il avait raison. Je pense que traverser une dépression et être soigné, ça grandit les personnes. Oui, c'est ce que je disais un peu dans mon introduction. C'est que le retrait dans la souffrance psychologique, ça permet de se tourner vers son monde intérieur. C'est là où on résout nos problèmes. C'était génial, parce que je l'ai écouté très attentivement et c'était une introduction vraiment géniale.
Ça va dans le sens des propos. Oui, ça va dans le sens des propos que tenait là juste à l'instant Frédéric et de ce que disait ce psychiatre, c'est que il est vrai qu'à un moment donné, évidemment, on craint et on a des représentations de la folie ou de la maladie mentale, mais quand on traverse ces orages intérieurs et souvent les symptômes, c'est la zone de turbulence comme en avion, ça s'accentue. Alors on se dit, c'est vraiment que ça va pas. Et pourtant, c'est vraiment le signe que quelque chose justement apparaît et bouge et qu'on est bien vivant en fait. Et donc c'est un processus c'est comme l'organisme qui tente de se libérer de quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où on éprouve le besoin d'aller voir un psy, qu'il soit psychiatre ou psychologue, c'est déjà une démarche. Moi, ce que je voudrais rajouter comme conseil d'une manière générale aux gens, c'est que quand ils ne se sentent pas bien, il y a quand même un moment, même si on perd un petit peu pied avec la réalité des choses, qu'on ne se rend pas compte de la gravité de ce qui nous arrive, il y a quand même un moment où on ressent un tel mal-être que je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, il fallait voir un spécialiste et soigner ça. Alors je peux vous livrer quelque chose de très personnel, c'est que moi-même en tant que soignant à une époque, il y a une vingtaine d'années, j'ai traversé quelque chose d'extrêmement douloureux où j'ai été terriblement suicidaire. Et si je suis en vie maintenant, c'est parce que j'ai eu ma fille, bien évidemment, qui m'a aidé, mon entourage, bien sûr, et que j'ai été soigné. Que vous avez fait la démarche ou que quelqu'un l'a fait pour vous? Alors au départ, j'étais incapable de la faire. Mon entourage, ma fille en particulier, ma sœur l'ont fait pour moi. Elles ont eu parfaitement raison de le faire. Ils ont donc fait une hospitalisation pour compte de tiers. On en parlait le week-end dernier. C'est important, votre témoignage ce soir, Frédéric, parce que souvent dans les familles, on n'ose pas cette hospitalisation pour compte de tiers. Je vous remercie de le dire. Si vous saviez le nombre de fois où j'entends parler dans ma vie comme ça de gens qui vont pas bien, et je dis à leur entourage, n'hésitez pas à faire hospitaliser les gens plutôt que de laisser une situation s'aggraver très très vite. Et en plus, après, ils reçoivent un petit courrier en disant elle n'est pas elle ou il n'est pas dangereux ni pour elle ni pour lui, donc rassurez-vous tout va bien. Et pour eux, ça les rassure et nous, ça nous rassure aussi parce que ça prouve que on n'est pas fous. C'est-à-dire que quand on est hospitalisé sous contrainte, on est considéré comme dangereux au moins pour soi-même. Exactement. Pour soi-même. C'est le principe absolu, et heureusement d'ailleurs qu'il y a une bonne raison d'être hospitalisé sous contrainte. Je peux vous dire avec une absolue certitude que dans toute ma carrière, je n'ai pas vécu une seule hospitalisation abusive. C'est-à-dire que les gens parlent toujours d'incarcération, ils voient ça d'une manière très carcérale. Et en fait, toutes les hospitalisations sont justifiées parce qu'elles sont immédiatement contrôlées. Alors par contre, il y a des gens qui peuvent ressortir assez vite, ça c'est vrai. Mais moi je suis ressortie au bout de 5 jours. Quelqu'un qui est sous contrainte qui va bien, ça n'existe pas. Peut-être dans la littérature, mais pas dans la réalité. Oui, et vous avez raison de faire le lien avec l'univers carcéral parce que c'est identifié dans nos imaginaires au fait qu'on met la personne en prison au lieu de la mettre en protection. Moi, je me suis retrouvée dans un lieu où il y avait j'appelle ça des miradors parce qu'il y avait des barbelés au-dessus, il y avait, j'ai pas compris, et sincèrement j'ai pas compris, et après j'ai admis la chose, je me suis dit mais c'est normal parce que il protège, en fait c'est une protection. Ce qui est sûr, c'est que il faut bien que les gens comprennent que quand ils ne se posent pas de questions pour les maladies somatiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème pulmonaire, il va voir un pneumologue. Quelqu'un qui a un problème gastrique, il va voir un gastro. La psychiatrie, c'est pareil. Quelqu'un a un problème à ce niveau-là, il va voir un psychologue et un psychiatre s'il a besoin d'un traitement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les gens intègrent bien, qu'il n'y a pas de honte à se faire soigner, c'est beaucoup trop dangereux. Mais plus, il y a beaucoup trop de souffrance en plus. Oui, mais c'est vrai que le nœud est pas tant la peur que la honte. Et de s'avouer comme dans une société où on doit tous être très performants et tout réussir, ce sentiment d'échec éventuel, donc de pas être capable d'eux, alors que d'autres le seraient et qu'on serait moins bien dotés que certains. C'est exactement ce que m'a dit la psychiatre qui m'a laissé sortir aujourd'hui. Elle m'a dit, mais Madame X, on va dire, vous n'avez rien à faire là parce que votre pathologie, en fait,
elle est normale. Oui. C'est la perte d'un enfant, c'est la perte... C'est juste immense ce qui vous arrive, Virginie. Voilà, oui. c'était quelque part légitime pour elle. Des souffrances, ouais. Et elle m'a dit, mais vous n'avez rien à faire là, parce que votre place, elle n'est pas là. Votre place, elle est chez vous, à essayer de vous reconstruire, à éviter le mausolée, parce que j'ai déménagé, j'ai essayé, ça fait 2 ans que ma petite est partie. Et j'ai déménagé, mais j'ai reproduit le schéma, en fait. J'ai reproduit les photos partout d'elle. Et mon fils, que j'ai retrouvé, en fait, m'a enlevé, il est arrivé dans mon appartement, j'étais pas là, j'étais hospitalisée, il a enlevé toutes les photos, et il m'a dit, maman, je vais te tirer un grand cadre, tu le mettras, mais j'en veux qu'une de photos. Et Virginie, est-ce que vous continuez à être en suivi psy en ville ou est-ce que c'est prévu suite à votre hospitalisation? Non, parce que c'est moi qui ai décidé. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, bon, peut-être que je me suis plantée de psy, c'est possible, mais chaque fois que je rentrais chez ma psy, j'avais l'espoir. Et je ressortais, j'étais beaucoup plus désespérée. Oui, j'entends ce que vous dites, mais à ce moment-là, la responsabilité que vous avez à cet endroit-là, c'est de trouver quelqu'un avec lequel vous sentirez que ça vous fait du bien. Frédéric parlait juste titre de médecine et de traitement, de la même façon qu'un médecin va tâtonner sur le traitement d'une maladie dont on va pas trouver tout de suite la molécule qui va faire du bien. C'est un peu pareil quand on va consulter un psy, c'est trouver le psy type versus molécule avec lequel on a le sentiment que ça fait du bien. Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je dis là, parce qu'il arrive dans un travail sur soi, et là je fais une nuance, qu'on passe dans des zones douloureuses et de turbulences, et c'est pas du tout que le psy n'est pas là que pour faire du bien. Il y a un peu une nuance à cet endroit-là. Mais dans votre cas, là, si vous dites, voilà, j'ai l'impression que j'arrivais pas à m'en sortir, peut-être que vous avez fait une tranche de travail avec elle, mais là, moi, ça m'inquiète quand vous me dites que vous êtes sortie de l'hôpital et que vous ne comptez que sur vous-même, parce que il y a un auditeur. D'accord. Non, ok. Je ne compte pas que sur moi-même. Vous-même. Ok. J'ai des médicaments et j'ai le nom d'un psychiatre vers qui je dois aller. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Bon, très bien. Et je vais y aller. Je veux réellement m'en sortir, parce que moi j'ai un petit-fils, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir grandir, je me dis, bon, ma petite pépette là qui est décédée, elle est dans mon cœur, elle vivra à jamais dans mon cœur, elle sera toujours là. Mais il ne faut pas qu'elle soit omniprésente dans l'appartement et qu'il n'y ait qu'elle qui compte. Parce que j'ai quand même 3 autres enfants, donc... Oui, et que vous avez besoin d'être soutenu, de reconstruire un espace de douceur à l'intérieur de vous. Et pour autant, bien sûr que vous n'abandonnerez pas votre petite fille, mais en tout cas, pour vous, c'est continuer votre route. Voilà, c'est continuer ma route, c'est prendre mes médicaments que je ne prenais plus, parce que je me disais, ça fait grossir, ça fait machin, ça fait ceci, ça fait cela. Bon, j'ai pris sur moi, et puis j'ai dit, si tu prends 2 ou 3 kilos, tant pis. Virginie, je voulais aussi vous dire que parfois, assez souvent, dans la dépression, avec des idées suicidaires, vivre ou ne pas vivre, parfois ça paraît la même chose. Et en fait, il faut bizarrement, ça c'est des mots, mais pour bien intégrer le sens de tout ça, il faut du temps et se rendre compte que vivre ou ne pas vivre, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose pour soi-même et pas du tout la même chose pour son entourage, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez développer ce que vous venez de dire, Frédéric? C'est très intéressant. Moi aussi, ça m'intéresse. Parce que, alors, moi je m'appuie sur mon expérience personnelle, mais aussi sur mon expérience de professionnel. Les gens, la manière qu'ils ont de le dire la plupart du temps, c'est de toute façon, si je meurs, c'est pareil. Voyez-vous ce type de choses. Oui, ou je délivrerai. On entend, je délivrerai mes proches, ils auront la paix. C'est-à-dire que ça reflète réellement quelque chose de profond dans le système de pensée. Mais en fait, il faut du temps, parce que ça, c'est des mots. Je veux dire, vivre ou pas vivre, c'est pareil. Quelle que soit la manière de le dire. Mais pour arriver à bien comprendre que c'est pas du tout la même chose, ça se fait pas en 10 minutes.
il faut du temps pour remonter ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose, quasiment un aspect biologique de la dépression, qui fait qu'on en arrive à des pensées qui sont, il faut bien le dire, un peu délirantes, c'est-à-dire au sens qu'elles sont hors réalité. Hors réel, oui, c'est ce que j'allais dire. La réalité, c'est qu'on est là pour vivre, pour se maintenir en bonne forme, si on peut, le plus longtemps possible, pour soi-même et pour ses proches. Mais quand on est dépressif et qu'on ne pense qu'à une chose, c'est à en finir, on est loin de cette pensée-là. Oui, c'est surtout qu'en fait, se supprimer, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour le moment, la plus idéale au problème. Pas de facilité, parce que c'est loin d'être facile, mais en tout cas, c'est la seule valable qui permet de résoudre quelque chose qui paraît insoluble, en fait, pour soi. Et donc, effectivement, on en vient à vivre ou ne pas vivre, c'est la même chose, parce que cette vie, n'ayant plus de sens, on relativise, donc plus rien n'a de priorité, plus rien n'est discerné. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de nuance. Et quand on met effectivement tout sur un même plateau, enfin un même endroit, ça permet de prendre cette solution-là, qui est terrible, mais qui est la solution la meilleure en fait. Quand bien même on a des enfants, des petits-enfants, un conjoint, ça n'a rien à voir. On le fait, on le fait parce qu'on pense que c'est une vraie bonne solution. Moi, dans ma tête, c'était retrouver ma petite fille, c'était mon alter ego, c'était ma jumelle. C'était ce qu'il fallait faire de juste. Pour vous, Virginie. Voilà, tout à fait. C'était juste. C'était la retrouver. Mais elle n'a pas voulu de moi. J'analyse ça comme ça. Prenez-le comme vous voulez. Bien sûr, Virginie. Je me dis, elle n'a pas voulu de moi, ça veut dire que j'ai encore des choses à faire pour elle. Et puis, pour les autres. Virginie, je voudrais vous dire aussi quelque chose qui m'apparaît là en parlant. C'est que ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que j'ai aimé mon métier et j'ai essayé, même si on n'est pas toujours à 100% de nos capacités, j'ai essayé de le faire bien la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps. Et il y a eu ce phénomène dans ma vie à la quarantaine où quelque chose a basculé dans ma vie. Et je peux vous dire que ça a été très douloureux, très difficile, mais qu'on peut en guérir, mais guérir au sens vrai, c'est-à-dire que ce soit du passé et qu'il n'y ait plus de conséquences. Voyez-vous ? Et ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on gagne par la suite. Je l'ai gagné à titre personnel, et bizarrement, je l'ai gagné beaucoup comme soignant. C'est-à-dire dans mes rapports avec les autres, parce que je pense que j'étais déjà quelqu'un de très empathique, et je me suis senti le devenir encore beaucoup plus en ayant traversé cette chose douloureuse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris leur langage à eux de souffrance en l'ayant touché, en l'ayant vécu. Et c'est souvent ça dans le vécu des psys ou des soignants en psy. On vient tous de certaines parties sombres de nous-mêmes qui nous permettent d'accueillir le sombre de l'autre, en fait. Tout à fait. Ou la difficulté. Il m'appelait maman. J'en ai un qui m'a dit un jour, qui était adorable, un petit jeune, un petit jeune pour moi, et qui m'a dit, j'ai le droit de vous appeler maman. C'est intéressant, Virginie. J'appelle ma maman maman, et vous, je vais vous appeler maman parce que quand j'ai du mal à faire mon lacet, vous êtes là. Quand j'ai du mal à ouvrir mon truc de sucre pour mettre dans mon café, vous êtes là. Alors je lui ai dit, mais attends, tu t'arrêtes, tu me tutoies, tu m'appelles par maman, et tu me tutoies et tu m'appelles par mon prénom. Il m'a dit, je veux bien vous tutoyer, et d'ailleurs j'ai adoré l'expression, je veux bien vous tutoyer, mais vous appelez maman, je pourrais pas, je suis obligée de vous appeler maman parce que vous êtes là. Mais j'ai joué les mamans de secours en fait pendant plus d'une semaine. Mais vous n'avez pas fait que le jouer parce que c'est très thérapeutique pour vous. Vous venez en tant que maman blessée. Virginie, dans votre histoire, vous venez en tant que maman blessée, maman meurtrie, maman qui a perdu sa fille, et des jeunes autour de vous à l'hôpital vous appellent maman. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire, ces jeunes? C'est un signe. Ils vous disent que vous existez bien en tant que mère. C'est pas parce que vous avez perdu votre fille que vous n'êtes plus une mère. C'est ça que signifient ces jeunes auprès de vous. C'est important ce que vous avez vécu. C'est excellent, c'est une. Et vous êtes la maman du moment, en fait, hein? Voilà, la maman du moment. Mais ça veut dire que vous le restez. C'est excellent comme expression. J'adore l'expression.
Mais c'est un signe que vous avez reçu là, à l'hôpital Virginie, parce que c'est un signe de ces jeunes qui ne connaissent pas votre histoire et le pourquoi vous êtes là. Ah si, ils la connaissaient. Ils la connaissaient, votre histoire. On arrive à l'hôpital et puis en fait, les infirmiers parlent et puis ils disent, et puis moi j'étais dans mon coin, je bougeais pas, je n'osais pas, je connaissais pas, donc c'était pas évident. Donc et ils sont venus vers moi et puis Momo, tu me fais m'enlacer, Momo, tu peux m'ouvrir mon sucre, Momo. Tu peux... Et alors vous dites, ils connaissent votre histoire, Frédéric, souvent, en fait, à l'hôpital, on connaît les histoires des uns et des autres. Pas du tout, non. Ah oui, ça m'étonnait. Là, je me permets d'intervenir. Oui, ça m'étonnait. Pourquoi ça vous fait rire? La réalité est très différente, c'est-à-dire que, bien évidemment, tous les soignants sont tenus au secret et à la discrétion médicale. Voilà. Non, mais moi, on leur a ils vont pas aller raconter à d'autres patients l'histoire de tel patient. En revanche, les patients entre eux parlent énormément. Et je peux vous dire par expérience que moi-même, quand j'ai été hospitalisé, on parle beaucoup entre patients et ils savaient quel était mon métier puisqu'on dit tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ça. Voilà. Donc forcément, j'avais autour de moi plusieurs personnes tout le temps qui et ils me disaient des choses. Forcément se retourner vers vous. Alors oui, donc il me parlait peut-être certainement plus qu'à d'autres patients. Bon, mais peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à chaque fois je leur disais, mais parce qu'on se tutoie entre patients, je disais, mais est-ce que tu te rends compte que c'est vachement important ce que tu dis là? C'est pas moi qu'il faut le dire, c'est au psychiatre en entretien. Et la réponse systématique, c'est du 100%, c'est oui, mais il va penser que je suis fou. Même à l'intérieur de l'hospitalisation, les gens ont peur qu'on majeure leurs symptômes. Mais je leur disais, mais non, c'est pas comme ça. Il faut que tu lui amènes du matériel au psychiatre ou à la psychologue sinon, pour qu'il puisse t'aider. Je lui dis, moi, tu me le dis, c'est une preuve de confiance. Mais c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à la personne qui te soigne. J'ai vécu exactement la même chose. Ouais. Mais moi, on leur a dit quand même qu'il fallait me traiter gentiment parce que j'avais perdu ma fille. Et c'est pour ça qu'ils étaient un petit peu, pas au courant de toute mon histoire, mais un petit peu au courant de mon histoire. Et Frédéric, dans ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas encore ce sentiment de honte que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de pas livrer au psy? Ça arrive que des patients qu'on découvre plusieurs mois plus tard certaines choses qui leur sont arrivées parce qu'ils n'ont simplement pas osé le dire, ou des gens qui vont de psy en psy et qui sans vraiment raconter leur trauma ou ce qui leur arrive. Oui, mais il y a aussi, surtout pendant le temps de l'hospitalisation pour les patients, le problème qu'ils font tout naturellement, alors bon, c'est une idée fausse, mais tout naturellement un rapport entre le temps de l'hospitalisation et le niveau de traitement et ce qu'ils vont dire au psychiatre, c'est-à-dire, pour parler simplement, si je lui apporte du matériel et il pense que je suis plus fou que je le suis, ils vont me garder plus longtemps ou augmenter mon traitement. Donc plus je leur dis de choses, c'est très intéressant. C'est un peu fou ce truc. Oui, je comprends. Non, c'est logique. C'est plus je dis de choses, c'est logique, mais plus ma maladie est grave. Alors qu'en fait, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire évoluer la situation. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, Frédéric, c'est le lien au corps. C'est-à-dire là, directement, effectivement, dans un corps plus physiquement, sur le plan physique, plus il y a d'endroits abîmés, plus on pense que ça va être long à réparer. C'est pas pareil de se casser toute une jambe, des côtes, je sais pas, un bras, que de se casser, on va dire, juste une jambe. Peut-être que c'est ça la logique. Et là, on sait que ça va prendre du temps de réparation. Donc, si on a l'impression qu'on vit quelque chose d'épouvantable et d'un peu complexe, on se dit, je vais peut-être pas tout dire parce qu'effectivement, le temps de réparer tous les endroits, ça va être un peu long. Ça risque d'être long, c'est clair. Il y a de l'inquiétude pendant le temps de l'hospitalisation, parce que les gens, qu'ils soient sous contrainte ou qu'ils entrent librement, parce que c'est quand même, il faut le rappeler, une majorité des hospitalisations, l'hospitalisation libre et heureusement, même si elle est conseillée... Moi, la mienne a été contrainte. Voilà, même si l'hospitalisation est souvent conseillée par un médecin généraliste ou par l'entourage ou autre, c'est quand même légalement la plupart du temps des hospitalisations libres. Parce que moi, je travaille dans le secteur public, puisque dans le secteur privé, il ne peut pas y avoir d'hospitalisation sous contrainte. Donc heureusement, c'est quand même... mais les gens, quand même, une fois qu'ils sont hospitalisés, même si, entre guillemets, c'est en hospitalisation libre, l'idée, c'est quand même de ne pas y rester trop longtemps, quoi. Ils n'ont pas envie d'y passer 6 mois, quoi. Ils essayent toujours... Alors c'est peut-être aussi ce rapport-là, de minorer les symptômes pour pouvoir sortir le plus vite possible. Donc c'est un peu fou, parce qu'il ne faut pas sortir trop tôt non plus. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui arrivent à simuler... Enfin, pas à simuler, mais
qui arrivent à manipuler les psychiatres et les psychologues. Je veux dire, il y en a plein. Je veux dire, des gens bipolaires, des gens qui arrivent très bien à manipuler. Mais je pense qu'ils sont pas fous non plus, les gens qu'on a en face de nous. Et moi, je sais que j'ai été carrément infernale avant d'être incarcérée entre guillemets. Ah oui. C'est simple, ce soir, je leur ai fait envoyer une orchidée avec toutes mes excuses, quoi. Parce que je me sentais tellement mal. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu leur as fait vivre vous pensez que vous leur avez amené la vie dure? Ouais. Ah ouais, je leur ai amené la vie dure, et puis j'étais persuadée qu'elles avaient mon sac, qu'elles m'en voulaient à mon sac à main, et mon sac à main, je suis rentrée chez moi ce soir, mon sac à main, il trônait au milieu du salon, donc... je dis, mon Dieu, quelle horreur. Donc du coup, mon premier réflexe a été de leur faire envoyer une orchidée avec tous mes remerciements et toutes mes excuses, parce que ça me paraissait logique. Je veux dire, il faut avoir du respect dans la vie. Je crois que le respect, c'est la base de tout. Ouais. Merci, merci à vous. Merci Frédéric. Avant qu'on se quitte, Frédéric, je voulais vous poser une question, parce qu'il y a Fabienne qui envoie un message en disant nous étions un peu réprimandés car nous n'avions pas le droit de se parler de nos histoires entre nous. Donc j'imagine que Fabienne a vécu une hospitalisation. Elle dit, il est hors de question car pour les infirmiers psy, chacun a suffisamment à faire avec son histoire que de la raconter à tout le monde. C'est le cas dans ce que... Tout est possible dans un hôpital psychiatrique comme partout ailleurs dans la société ou dans n'importe quel autre hôpital. C'est-à-dire, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir les mauvais moments. Moi, quand même, je garde globalement de mes... j'ai commencé à travailler à 17 ans dans les hôpitaux, j'en suis sorti à 56, donc j'ai quand même une grosse expérience professionnelle derrière moi. Et globalement, je pense qu'on a été quand même utile aux gens souvent, quoi. Alors, bien sûr que de temps en temps, et puis en plus, il y a des personnalités différentes, voyez-vous. Il faut vraiment considérer tout ça. Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur un système comme ça. Vous avez raison. Il faut discerner, parce que ça met du sens. Voilà. On comprend mieux. Tout comme l'hospitalisation, moi, m'a vraiment sauvé la vie, mais au sens vrai. Je pense qu'elle a dû sauver la vie à plein de gens. Donc, c'est toujours ça de gagner. Bien sûr, bien sûr. Merci Frédéric de nous avoir appelés ce soir, parce que... Simplement vous dire que je vous envoie de temps en temps des petits SMS que vous avez la gentillesse de passer. D'accord. Oui. Je les signe toujours de la même manière, je les signe toujours Frédéric de Dordogne, parce que on saura que c'est vous, c'est super. Parce que j'habite maintenant en Dordogne. C'est souvent super. Des trucs un peu psy ou des... génial. Ne vous en privez pas, c'est très aidant pour moi et pour les auditeurs. Merci Frédéric. Merci à vous Virginie. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous rétablir et surtout de rester entouré. Merci. Merci à vous deux. Un grand bonsoir. Bonsoir. Il est minuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne sur laquelle vous pouvez nous joindre et n'hésitez pas au 39 21. Corentin accueillent vos appels et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. La Libre Antenne, c'est votre émission 39-21. On s'y écoute et on s'y répond. Europe 1, Sophie Peters. Et puis tout de suite, un peu de musique en hommage à l'Eurovision qui a lieu demain soir. Et puis pour encourager notre Française, Alma, tout de suite, le prix Eurovision 1977. Bonsoir Marilène. Bonsoir. Bienvenue.
J'ai chanté. Vous chantez. Ah bah tiens, mon petit doigt me l'a dit, vous chantiez. Ah oui, j'ai chanté. Oui, tout à fait. J'ai chanté faux parce que c'est clair que c'est pas évident. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir pris mon appel. Oui, bienvenue. Parce que j'ai un énorme problème actuellement. Oui. Voilà, je suis une personne qui a divorcé en 2001 de mon ex-mari et donc qui s'est retrouvée d'un seul coup, mon ex-mari est décédé il y a 2 mois d'un cancer, malheureusement. Et en même temps, il a perdu son papa et sa maman. Ça a été un choc énorme par rapport à mes enfants qui ont dû subir la perte de leur père, et de leur grand-père et de leur grand-mère. Oui. Voilà, ça a été énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que moi étant, on va dire une pièce rapportée entre guillemets de la famille, du fait que je n'étais que la maman, voilà, j'ai été complètement rejetée. Je n'ai pas eu droit d'assister à l'enterrement. De votre ex-mari ? Oui, absolument. Mais pas eu le droit par vos enfants ? Pardon, excusez-moi. Pas eu le droit par vos enfants, qui vous l'a interdit ? C'est mes enfants qui me l'ont interdit. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que j'allais faire une esclandre, on va dire. Voilà. Voilà, vous voyez, mais moi, c'était pas du tout mon but. C'était simplement être présente parce que je suis quand même la maman. Je suis quand même. Vous avez été sa compagne surtout. Pardon ? Vous avez eu des enfants avec lui, vous avez été sa compagne. Oui, ce sont mes 2 enfants avec lui. Il n'a pas eu d'autres enfants. C'était les 2 seuls. Voilà. Et ce qui s'est passé après, le problème, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à la suite où j'ai été rejetée du fait que je ne pouvais pas participer, rendre hommage à mon ex-mari, le père de mes enfants, toute la famille qui se rapprochait, on va dire, de la famille vierge, la famille originelle, personne ne m'a appelé pour me présenter les condoléances. Donc j'ai appelé la personne la plus proche, c'était les parents de ma belle-fille, en leur demandant pourquoi ils ne m'avaient pas contacté pour me présenter leurs condoléances. Et là, ça a été un ramdam du tonnerre. Mon fils me parle plus. On est fâché du fait que je n'arrête pas d'harceler sa famille, comme il dit, et avec un tas de griefs supplémentaires que je ne comprends pas. Voilà. Et vous, Marilène, vous avez du mal à comprendre que votre démarche ait pu être mal acceptée par la belle famille de votre fils ? Tout à fait. Oui. Pourquoi c'est difficile pour vous de le comprendre ? Parce que tout simplement, c'est que la famille de la femme, entre guillemets, parce que mon fils n'est pas marié, mais peu importe, c'est pas le problème. La famille de sa femme, on va dire, de sa compagne, c'est une famille qui était très proche de nous, mon ex-mari et moi. Et parce qu'on a fait un voyage ensemble. D'accord, ce sont des amis en fait. On était très liés. D'accord. Et j'ai pas compris pourquoi ils ne m'ont pas contacté pour me présenter des condoléances. Est-ce que vous pensez, Marilène, si vous voyez, si vous vous mettez, j'allais dire à leur place, si vous étiez donc dans cette situation, comme c'est le décès de votre ex-mari dont vous êtes divorcée depuis 16 ans maintenant, est-ce que vous pensez qu'on vous doit des condoléances ? C'est quelque chose qu'on vous devrait alors que
voilà, bien sûr, vous avez perdu quelqu'un qui était important dans votre vie, mais dont vous n'êtes plus directement lié dans la loi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous devez absolument, qu'on doit vous donner? C'est un dû pour vous? Oui, sincèrement, je le pense. Ouais. Je vous le dis sincèrement. Oui, je ne sais pas bien si sûr, j'ai tort. C'est pour ça que je vous pose la question. À savoir si j'ai tort complètement par rapport à ça. C'est pas tant un tort. Vous savez, dans la vie, c'est pas avoir raison, avoir tort. Vous ressentez, vous le vivez comme je me suis sentie rejetée, illégitime, voilà, lors de l'enterrement, des obsèques. Oui. Et donc, c'est ma façon à moi, votre façon à vous, de récupérer un peu de cette légitimité si des proches m'appellent pour faire leurs condoléances, en fait. Or, pour eux, ça peut paraître une certaine forme d'incongruité du fait que vous ne soyez divorcés depuis aussi longtemps. Mais vous, c'est pas le lien que vous faites, parce que le lien que vous faites, vous, il est directement lié au fait que vous êtes senti, et c'est réel, enfin, rejeté au moment des obsèques. Donc, vous avez déplacé le sujet. Vous essayez de récupérer quelque chose de cette blessure, de ce qu'on vous a fait. C'est un moyen pour vous, c'était un moyen, il me semble. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je sais pas. Enfin, je vous écoute, écoute. Si vous pouvez un petit peu approfondir. Oui, je comprends. C'est-à-dire, en fait, moi, le sentiment que j'ai, Marilène, c'est que, étant très blessée du fait d'avoir été empêchée de pouvoir être présente aux obsèques de votre ex-mari, et ça se comprend très bien, surtout que vous êtes soupçonnée de mal vous comporter. Et j'allais dire, comme par hasard, vous allez du coup chercher une réparation ailleurs, auprès de gens qui sont des proches, des amis, pour dire, écoutez, c'est presque une demande, dites-moi bien que j'existe et que j'ai le droit à être reconnue comme étant légitime. Sauf Tout à fait. voilà, et dans votre logique, ça se tient. Sauf que, eux, sortis complètement de ce contexte, n'étant pas du tout dans votre histoire, entendent une amie ou quelqu'un qu'ils connaissent bien venir un peu récriminer, en tout cas demander quelque chose, s'étonner, dire c'est quand même incroyable, pourquoi vous m'avez pas appelé pour m'adresser vos condoléances, et eux tombent un peu dénus, et votre fils trouve ça incongru, d'autant plus qu'il avait interdit. Donc c'est un peu comme une espèce de partie de billard où la boule ricoche dans tous les coins. Mais vous, ça a été votre moyen à vous de mieux vivre ce qui était pour vous très blessant. Sauf que ça n'est pas compris du tout par l'entourage, parce que c'est votre logique à vous. Et cette logique-là, ce qui veut dire que quelque part j'ai eu tort. Tort, c'est-à-dire que ça n'a pas été compris. Sans blessure. Oui, je comprends. Oui, voilà. Marilène, d'une certaine manière, oui, dans le sens où c'était incongru pour ces gens-là, parce que là où vous auriez pu trouver une réparation, c'est d'essayer de parler vraiment avec vos enfants en disant que vous êtes excessivement blessés, qu'ils puissent imaginer que vous fassiez un esclandre le jour des obsèques, et de vous l'interdire, c'est excessivement blessant. Et de pas vous faire confiance. Parce que, je sais pas, vous êtes coutumière de faire des esclandres, vos enfants ont peur de ça avec vous? Est-ce que ça vous arrive? Non, c'est pas le cas, mais je sais que mes enfants ont un caractère très fort. Ouais. Et ma fille, il n'y a pas de problème. Ma fille, elle est proche de moi. Ouais. Mon fils est très loin. Et le problème, c'est ma belle-fille. Ma belle-fille qui ne m'a jamais aimée, on va dire comme ça, excusez-moi du mot, c'est très fort. Et donc, tout est parti de ce problème-là, c'est que, ayant appelé ses parents alors que c'était des amis très proches, et donc leur demandant pourquoi ils m'avaient pas appelé, et là c'est parti en drame, etc. Mon fils s'est fâché, a balancé que j'arrête de harceler sa famille
parce que je harcelais, alors que c'était pas du tout le cas. C'était le premier SMS que j'envoyais à la famille, parce que je cherchais toujours, j'ai trouvé personne. Excusez-moi, je vais vous expliquer. Par rapport au décès de mon ex-mari, je n'ai trouvé personne à qui je pouvais parler. Je comprends. Oui, alors ce que dit Yvan, et qui envoie un SMS, il dit, étant séparés, vous n'êtes pas veuve pour la famille. Donc vous avez, et vous n'avez pas été considéré comme tel. Ce qui est troublant, c'est que vos enfants ne vous aient pas considéré, pour le coup, comme ayant perdu un compagnon de route d'un certain nombre d'années, et puis le père de vos enfants. Donc la question qui se pose et qui est difficile à résoudre, c'est envers vos enfants, parce que vous dites, je m'entends bien avec ma fille, comment ça se fait que votre fille n'ait pas intercédé en votre faveur auprès de son frère pour dire, écoute, ok, ça suffit, laisse maman être présente. Si je peux vous dire en 2 mots, bien sûr. La famille ne s'occupe pas des affaires des autres. Voilà. Oui, je comprends. C'est un petit peu, on reste mais un petit peu à l'écart. En tout cas, c'est lui qui a décidé tout seul, alors que c'était elle aussi les obsèques de son père. Donc elle avait son mot à dire. Non, mais avec elle, j'ai aucun problème. Elle habite 5 pavillons à côté de chez moi. Mais Marilène, je suis une personne handicapée. Et donc, ma fille a tenu absolument à ce que je vienne m'installer à côté de chez elle, justement, pour pouvoir s'occuper de moi, je veux dire. Et elle s'occupe, je peux dire, elle s'occupe très très bien de moi. Dans la mesure du possible par rapport à sa vie personnelle, bien évidemment. D'accord, mais elle a laissé son frère décider sans donner son point de vue. Elle est pas, je veux dire, elle est pas responsable de ça. Non, elle est pas responsable du tout. Mais est-ce que c'est Fabienne qui pose aussi la question, est-ce que vous en avez parlé avec elle des obsèques, de votre présence aux obsèques? Qu'est-ce qu'elle en pensait, elle? Et qu'est-ce qu'elle en pensait? Elle aussi, elle pensait qu'il fallait pas que je vienne. Ah bon? Pourquoi? Justement parce qu'elle pensait que j'allais faire une esclandre, que j'allais éclater peut-être en sanglots et ameuter tout le monde. Enfin bref, je ne sais pas. Je rentre pas dans les détails parce que. Et vous trouvez ça juste, vous, ou pas, Marilène? Pas du tout. Pas du tout. C'est intéressant parce que du coup, vous avez posé un acte un peu plus incongru envers d'autres personnes, comme si vous validiez le scénario que vous ont collé vos enfants sur le dos. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est exact. C'est exactement ça. Ça vous a poussé à l'acte autrement. Vous avez peur que je vais vraiment faire quelque chose, inconsciemment, bien sûr. Oui. Ouais. Alors ce qui quand même... Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché justement quelqu'un qui pouvait m'écouter et je n'ai trouvé personne. Personne. Et pourtant, vous aviez gardé, demande René, un lien avec votre ex-mari? Enfin, j'ai l'impression... Non, aucun lien. Alors, absolument aucun. Et dans la maladie également, quand il était malade? Non, pas du tout. Parce que, c'est pas moi qui l'ai quitté, c'est lui qui m'a quitté. Écoutez, il a épousé sa secrétaire. Il n'y a pas que au cinéma qu'on voit ça. Voilà. Bon, bref, c'est qu'un détail. Pour un peu mettre de la rose, on va dire, dans le dialogue. Mais en attendant, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que chaque fois que j'ai appelé à gauche à droite, soi-disant des amis, parce que on est une toute petite famille, on n'est pas nombreux dans la famille. J'ai essayé de joindre des gens qui étaient en rapport avec mon ex-mari et moi-même, et personne n'a pu discuter avec moi. Je suis restée sur un stand-by, une situation... Les gens étaient peut-être un peu gênés parce qu'ils savaient peut-être que vos enfants vous avaient demandé de ne pas assister, qu'ils n'ont pas voulu s'en mêler. Ouais. Je ne sais pas. C'est un peu délicat comme sujet pour des amis de prendre position. Ils savent pas quoi vous dire. Tout le monde est peut-être très ennuyé avec votre histoire. Alors on n'ose pas vous répondre.
Je l'ai bien compris par rapport à un certain nombre d'amis. De personnes, oui. Mais comme je vous dis, les parents de ma belle-fille, alors là, c'est parti en live. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Marilène, vous pourriez reprendre contact un peu, j'allais dire, entre guillemets, en mea culpa, en disant que peut-être vous avez été maladroite et qu'il ne faut retenir que votre immense tristesse et douleur d'avoir été écartée et que ça a été une façon pour vous de vous rapprocher maladroitement, mais en tout cas, c'était ça votre besoin. De parler de par rapport à mon fils, non, parce que j'attends ses excuses. Oui, mais là, on monte dans la surenchère. Je sais, mais alors qu'est-ce que vous souhaitez? Quelque part, je peux pas accepter. Oui, cette mais situation. d'accord, vous pouvez pas l'accepter, mais donc vous pouvez accepter d'être brouillé totalement avec votre fils? Avec mon fils, ça me fait mal. Avec ma belle-fille, j'en ai rien à faire. D'accord, mais avec votre fils. D'accord, ok. Excusez-moi, mais... je suis franche. Oui, mais avec votre fils, est-ce que c'est pour vous une situation acceptable d'être totalement brouillé avec lui? Non, c'est pas acceptable. Mais par rapport au message qu'il m'a envoyé en me disant que c'était pas la peine que je l'appelle ou que je lui écrive quoi que ce soit, il me répondrait pas. Déjà, il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi je me faisais toujours appeler par mon nom de femme mariée, alors qu'au jugement du tribunal, ça a été décidé que je porterai toujours mon nom de femme mariée. Vous voyez ce que je veux dire, sans le dire. Donc ça, c'est effectivement. Et donc, et puis que sa famille à lui, c'était plus la mienne. Voilà ce qu'on m'a dit, voilà. Et donc, quelque part, ça fait très très mal quand vous entendez votre fils vous dire que sa famille d'origine, il en a rien à faire. Et je suis polie. Oui, alors comme dit Yvan, il dit vous n'aviez pas de lien avec votre ex-mari et vous revendiquez la place de veuve. C'est ça qui paraît incongru dans votre situation. C'est que vous voulez être reconnue. Vous voulez être reconnue comme veuve de quelqu'un dont vous n'êtes plus la femme depuis 16 ans. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose qui colle pas d'une certaine manière. Alors maintenant sur la façon dont ça se passe avec votre fils, peut-être que lui vit ça comme un débordement, comme une forme de menace et veut vous mettre à distance. C'est à vous de voir. Vous parliez de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on reste fâché en se disant, et ça c'est un peu d'orgueil, c'est pas acceptable et donc du coup je reste fâché parce que j'aurai pas d'excuses, mais je vois pas pourquoi il vous en ferait puisque lui se sent tout à fait dans son droit comme vous vous y sentez d'ailleurs. C'est comme ça les conflits, chacun est persuadé d'avoir raison. Donc après c'est qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que le lien avec lui compte? Est-ce que moi je vous sens tout à fait capable de raisonner, d'accueillir, de lâcher quelque chose. Voilà, il y a Louisa qui dit est-ce que finalement vous sentez autorisé à quoi? Parce que finalement on vous a interdit quelque chose, mais vous pouviez tout à fait y aller, même en ayant l'interdiction de votre fils, par exemple. Non, je l'aurais jamais fait. Pourquoi? Non, parce que par rapport à mes enfants... dire je veux y être, mais même discrètement. En plus, attendez, je vais vous expliquer une chose. Je suis une personne handicapée moteur. Oui, d'accord. Donc là, ça aurait été un énorme problème pour moi pour me déplacer sur le lieu de la cérémonie de l'enterrement. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, maintenant, je remercie cette personne d'avoir donné son opinion. Elle a tout à fait raison. C'est vrai que si j'avais été en bonne forme, je me serais présentée à l'enterrement. Là, c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire. Évidemment. Et vous avez du coup besoin des autres. Et peut-être que vous, du coup, vous le vivez encore plus de façon injuste et pas au bon endroit. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y a beaucoup de maladresse dans l'échange et que l'échange se situe pas au bon endroit. Votre fils est dans une interdiction envers vous et dans la crainte de débordement d'endroits où vous ne devez pas vous trouver. Et peut-être qu'en remettant les choses à votre place
de votre point de vue, c'est-à-dire juste de dire qu'est-ce qui était important pour moi et du fait effectivement que vous portez toujours le nom de vos enfants, en fait, que c'est une histoire qui compte et que vous avez envie d'être en paix avec ça et que là, c'est plutôt la guerre sur ce sujet-là. Donc, on dirait qu'il y a une guerre avec votre ex-mari que votre fils continue à activer, et vous aussi finalement, parce que là, vous vous retrouvez en conflit avec votre fils à ce sujet, alors qu'il s'agissait avant d'un conflit avec votre époux. Donc voilà, il y a quelque chose... je n'ai jamais eu de conflit avec mon ex-époux. Le divorce s'est très bien passé. On est bien d'accord. Maintenant, le problème que j'ai, c'est par rapport à la compagne de mon fils. Oui, c'est ce que je comprends. Donc... C'est par rapport à elle. Parce que elle, je suis désolée, mais elle répand son venin. Voilà, je peux pas en dire plus parce que je veux pas être trop méchante, mais je peux vous dire, elle répand son venin. Voilà, elle ne m'aime pas, je le sais depuis. C'est réciproque, c'est réciproque là pour le coup. Pardon, excusez-moi. C'est réciproque pour le coup. Je pense. Maintenant, c'est devenu réciproque. Maintenant, à la suite justement malheureusement de cet événement. Peut-être que votre fille, avec qui vous entendez bien et qui est sa sœur, pourrait jouer les médiatrices, au moins juste. Attendez, pour que vous puissiez voir votre fils peut-être sans votre belle-fille, mais chez votre fille de temps en temps. Non. C'est absolument impossible. Par rapport à ma fille, elle est très proche de moi, donc quand elle me présente ses griefs, je peux vous dire, c'est sanglant, c'est très c'est intense, on va dire. Mon fils, lui, malheureusement, il est à l'écoute de sa compagne et malheureusement, comme elle ne m'a jamais supporté. Ça c'est clair et net. Je peux vous le dire parce que il y a une certaine époque, j'étais assistante maternelle et je la gardais. Mon fils n'a pas trouvé mieux que de se mettre en compagnie de la voisine de palier. Voilà. Oui. Ça, c'est son choix. Mais il y a l'ISO qui dit ne pas faire le jeu de la belle-fille qui serait peut-être heureuse de séparer le fils de la mère. Tout à fait. Oui, donc vous faites son jeu si vous validez. Faut peut-être penser. Oui, mais le problème c'est que mon fils a dit que c'était plus la peine que je l'appelle, il ne répondrait pas, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Parce que moi je suis née le 1er mai. Voilà. J'ai eu aucun message de mon fils pour mon anniversaire. Mon fils est né le 10 avril. Je lui ai envoyé un message en lui souhaitant un bon anniversaire et tout. J'ai eu aucune réponse, même pas un petit merci d'envoyer. Donc c'est complètement obsolète. Pour l'instant, au moment où on se parle là. Voilà, mais le temps peut changer la donne. Oh écoutez, si vous le dites, ça me donne un petit peu d'espoir. À partir du moment où vous êtes dans une autre intention que celle d'attendre des excuses, parce que si c'est votre intention et vous dites moi je bougerai pas tant que j'aurai pas d'excuses, il se peut qu'il ne se passe rien. Mais voilà, laissez un peu le temps faire et voyez pour vous qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui compte, et vous saurez avec le temps. Il y a juste avant de vous quitter, Marilène, il y a Michel qui dit: mon ex-mari est décédé, ce n'était pas ma place d'être aux obsèques, mon fils y était et pensait comme moi. C'est vrai que dans le cas de divorce, après tout dépend des relations qu'on avait, mais quand on a complètement coupé les ponts, ça peut paraître ça peut paraître un peu incongru d'y être. En tout cas, c'est intéressant pour vous de vous demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ces histoires d'avoir envie d'être aux obsèques, des condoléances. Pour vous-même, c'est intéressant de pouvoir répondre à cette question-là, parce que ça va vous aider dans votre relation à vos enfants. Mais je vous laisse y réfléchir. Ça n'empêche pas que ça me laisse un grand vide par rapport à mon ex-mari.
Oui, enfin, un grand vide. Vous étiez divorcé depuis 16 ans. Oui, mais moi... ça réveille tout ça. C'est pas moi qui est partie, si vous voulez, c'est lui. Oui, mais ça réveille quelque chose. Ça réveille quelque chose, Marie-Hélène, de votre histoire avec lui. Et je crois que c'est ça qui se passe. Donc, ça fait très mal. Mais oui. Donc, c'est que quelque chose s'est réveillé là. Peut-être la douleur de la séparation. Et que tant qu'il était en vie, peut-être que vous avez, j'allais dire, mis un peu de côté une grande souffrance. Non, j'y croyais toujours. Enfin, oui. C'est une autre histoire. Oui. Ce serait bien peut-être d'en parler, voilà, quelqu'un qui vous aide là-dessus, de pas être toute seule, parce que c'est très lourd et que juste pour, voilà, quelques mois, de passer cette période avec quelqu'un qui puisse vous écouter et vous répondre sur ce sujet. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a personne justement qui pouvait me répondre. Mais si vous alliez voir quelqu'un, si vous alliez voir un psy, quelqu'un qui puisse vous aider, vous entendre là-dessus. Ça vous aiderait bien, là. Juste quelques temps, mais parce que là, il y a plein de choses qui remontent. Oui. Donc vraiment, ça vous aiderait, parce que moi, je sens à quel point c'est douloureux pour vous. Oui. Ouais. Courage à vous, hein, et Marie-Hélène, faites-vous aider, hein, que quelqu'un vous entende. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup de m'avoir réconforté. Oui, courage à vous. Au revoir, Marie-Hélène. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir, Sophie. Oui. Je voulais intervenir suite à l'intervention de Frédéric, le psychiatre qui est en retraite actuellement, et qui disait à la personne qu'on pouvait être soigné d'une dépression. Oui. Et, moi, j'ai du mal à y croire. Ça fait depuis 2001 que je suis en dépression et je m'en sors pas. Et c'est de pire en pire, je dirais. Je prends de plus en plus de médicaments. Je fais des surdosages médicamenteux. J'ai eu beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de tentatives de suicide et j'ai beaucoup d'idées noires. Et j'arrive pas à trouver, maintenant avec les nouvelles réformes de transport, de bande de transport, j'avais un psychiatre dans la Marne, j'habite les Ardennes, et je n'ai plus accès au VSL alors que je suis en ALD avec une pension d'invalidité de 2e catégorie. Et à chaque fois, c'est des médocs en plus. Là, je suis à 8 licenciats, 3 Zoloft, et 3 Atarax et un Octamide. Oui. Et en plus, je suis un petit peu la personne où tout le monde veut m'écraser, tout le monde veut... Je viens de subir un harcèlement sexuel dans ma tour par le concierge. Et je vois bien que la gendarmerie, elle fait jamais rien parce qu'ils se disent elle déprime, elle est folle, donc faut surtout pas prendre en compte ses propos. Et ça, vous êtes suivi par un psy, en groupe de parole? Depuis février, je ne le suis plus puisque la Sécu a dit stop pour le transport du VSL. Oui. Donc je ne vois plus mon psy depuis le mois de février. Oui. Pour les médicaments, c'est mon médecin qui me les prescrit. Il n'y a pas de psychothérapeute dans votre ville? Alors c'est des rendez-vous qui sont donnés très tardivement où ils refusent tout nouveau patient parce que c'est une petite ville dans les Ardennes et il y a très peu de patients et il y a un manque de médecins terrible, quoi. Oui. Et j'ai beau essayer parce qu'il y a une très bonne clinique dans Lyon, à Kerionec. Oui. Je voudrais y aller, mais la Sécu ne veut rien savoir. Il me renvoie sur Murphy qui est dans la Marne. Et Murphy ne veulent pas de moi. Bon, parce que il y a eu des problèmes avec le médecin. Et en plus, il n'y a rien à Murphy. On s'ennuie à mourir. Et il y a eu quel type de problème avec le médecin dans cette clinique? Le médecin de Murphy, c'est qu'il avait omis de me demander quel était mon traitement que j'avais pris la veille. Le lendemain, il me l'a changé en totalité et je suis tombée dans le coma. Alors ça a été une première erreur. Deuxième erreur, c'est qu'il me voyait toutes les semaines. Il me prescrivait une ordonnance d'un mois pratiquement tous les 15 jours. Donc je me suis retrouvée avec une pharmacie pas possible, inimaginable. Et je faisais des surdosages médicamenteux. Et un jour, il m'a dit, j'ai encore reçu un courrier du SAMU. J'ai dit, docteur, si vous faisiez un petit peu attention à votre travail,
Vous me prescrivez à chaque fois une ordonnance d'1 mois, alors que je vous vois tous les 15 jours. Ou c'est tous les 15 jours ou une semaine, à chaque fois j'ai une ordonnance. Et donc, forcément, j'ai une pharmacie complète. Donc il m'a dit, sur ces propos, je n'ai plus envie de vous voir. Moi, je vous dis la vérité. C'est à vous de vérifier dans votre dossier. Oui, enfin, c'est vous aussi qui prenez les médicaments et vous avez l'air d'être consciente. J'ai envie de partir. J'ai envie de quitter cette vie. D'accord. Donc c'est comme un piège qui se referme. La question que je me pose en vous écoutant, Bernadette, c'est que j'ai l'impression que vous pensez que justement c'est les médicaments ou la médecine qui va résoudre et vous guérir, comme on prendrait un anti-inflammatoire pour je sais pas, un mal de dents ou un mal de dos. Oui et non. Oui, alors dites-moi. Il faut voir les bons côtés de la vie, mais moi je les vois plus. Non, je vous parlais pas de ça depuis des années. Oui, d'accord. Bon, j'ai subi de l'inceste dans mon enfance. J'ai subi 2 viols qui n'ont pas été punis par la justice, par la gendarmerie, par la justice. Ouais. Et là, malheureusement, je retombe sur un harcèlement sexuel qui a duré 6 mois. Et voir au niveau du droit, juridiquement, c'est même pas de l'harcèlement, mais du viol. Et encore une fois, parce que c'est un ancien gendarme, ça va encore être sans suite, quoi. Donc vous êtes une victime. Il va dire, elle est folle, elle prend des médocs. Vous êtes une victime non reconnue qui cherche à tout prix à être reconnue pour passer à autre chose et ça fonctionne pas. Non. Ouais. Et pourtant, je suis consultante juridique bénévole. Ouais. J'aide beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Et malgré cela, faut toujours que quelqu'un vienne m'embêter. Faut toujours que, je sais pas, que c'est vraiment. C'est bon, c'est mon fils qui veut plus me voir depuis des années, c'est mon ex-mari qui m'a causé des tas de problèmes au divorce, qui m'a pris la part de la maison, l'héritage de ma mère, mon frère qui veut plus me parler. Bon là maintenant c'est le concierge de l'immeuble qui m'en fait voir, ça s'est arrêté parce que j'ai déposé plainte, mais le commissariat ils veulent me revoir, mais j'ai dit au procureur que je voulais pas revoir le commissariat parce qu'ils sont tellement odieux quand ils nous auditionnent, ils tapent du poing sur la table, ils disent des mots grossiers, mais ils nous déstabilisent de façon à ce qu'on dise le contraire malgré les preuves. Oui. En fait, il n'y a pas d'endroit dans votre vie ou dans vos relations où vous avez pu avoir une forme d'action ou de liberté pour vous-même, on sent. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'un être humain peut, malgré les souffrances ou les orages ou les injustices qu'il subit, tenir un peu sa vie en main, d'après vous? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que maintenant, depuis ce dernier fait là qui s'est passé récemment, et je suis presque sûre parce que ça bouge pas, l'affaire ne bouge pas. Et comme c'est un ancien gendarme, il aura tout pour lui. Et je l'ai dit, ça, si jamais c'est une affaire classée sans suite, je mettrai fin à mes jours. Ouais. C'est facile parce que je prends de plus en plus de médicaments. Un jour, je me réveille. Oui, vous prenez de plus en plus de médicaments pour fuir, et vous le dites d'ailleurs, en stratégie de fuite. La question, c'est ce que demande René d'ailleurs. Est-ce que vous voyez un psychologue? Quel travail vous avez fait sur vous-même? Parce que la dépression se soigne. Non, pas de psychologue. J'ai vu un psy jusque-là. Mais maintenant... j'habite sur le département des Ardennes. La caisse primaire ne veut rien savoir pour Reims. Et puis en plus, il y a sûrement des psychothérapeutes de ville. C'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, Bernadette. Mais avec tout ce que vous avez traversé, c'est pas tant les médicaments ou la clinique qui va vous soigner, c'est vous-même. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous? Et puis ça, rien. J'en ai marre. Donc vous avez démissionné, mais depuis assez longtemps. C'est ce qui explique que vous vous fassiez autant agresser. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, quand on est démissionnaire. Ce matin, je me suis fait agresser par un résident de la résidence. Quand on est démissionnaire, il nous arrive beaucoup d'ennuis et de malheurs quand on est démissionnaire. Oui, mais ce qu'a fait le concierge de la résidence. Il s'en est quand même pris à une personne qui était vulnérable. Il savait que je déprimais, il savait que j'étais faible, il savait que j'étais seule. Et en plus, j'ai des problèmes musculaires. Quand il me faisait faire certaines choses, il mettait un quart d'heure pour me relever. Je trouve que c'est quand même
grave, quoi. Et il me faisait ça sous forme de chantage. T'auras un avis de passage, t'auras pas de courrier, parce qu'il a la main mise sur tout. Et en fin de compte, il me faisait peur, donc il fallait que j'accepte. Et puis voilà, quoi. Bernadette, vous dites que vous êtes consultante juridique et que vous aidez des gens, donc vous savez aider les autres. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas, par contre, vous aidez vous-même? Non. C'est les cordonniers plus mal chaussés, finalement. Mais pourtant, vous êtes dans l'action, et une sacrée action quand même, de faire des démarches. C'est pas rien. Oui, surtout au niveau du droit, parce qu'il y a tellement d'injustice que je ne tolère pas cette injustice. D'accord. Donc la colère finalement que vous avez envers ceux qui vous ont fait subir des choses que vous n'auriez pas dû subir sûrement très jeune, vous la mettez au service des autres et pas à votre service. Non. Ouais, elle est projetée ailleurs. Elle n'est pas à votre propre service. Alors, très bien que d'autres bénéficient de vos conseils, mais il y a une démission. Quelques-uns ont déjà profité. Peut-être aussi. Pas tous, mais certains. Ouais. Mais il y en a un récemment, il a eu 10 000 euros grâce à moi. Je lui ai demandé l'adhésion et il m'a envoyé une lettre d'insulte. Est-ce que vous voulez que ça cesse tout ça ou pas, Bernadette? Ah bon? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que tout ça cesse? J'ai pas beaucoup de possibilités dans le sens où je suis obligée de rester sur le secteur des Ardennes et vous avez les moyens me rendre à la clinique de Cagnonac. Ok, vous avez les moyens financiers éventuellement de financer cette clinique vous-même? Puisque ça a l'air tellement important pour vous. Je suis en affection longue durée, mais c'est le transport que je peux pas financer. Vous pouvez pas financer le transport? Il y a quoi? Il y a pas un train? Il y a 3h30. Oh non, et puis il faut y aller avec plusieurs valises. En plus, je suis agoraphobe, alors je peux pas. Et j'ai des problèmes musculaires, je peux pas porter non plus. Non, là, je suis obligée d'avoir un vaisselle. D'accord, donc en fait, tout se résume au fait que si je n'ai pas ce véhicule, que je ne peux pas financer moi-même, je peux pas me soigner. C'est la seule solution. J'y suis déjà allée dans cette clinique. C'est vrai que c'est une très très bonne clinique. Et ça vous avait beaucoup aidé? Ah oui, ça m'avait fait du bien. Mais c'est sûr qu'il y a des rechutes. Il suffit qu'il arrive quelque chose. Je ne dis pas que cette clinique, sinon on le saurait. Mais quand on ressort, on réapprend quand même à se lever à une heure raisonnable, à se laver, à s'habiller, que j'en suis arrivée à me laver à 5h du matin, à 5h du soir, et puis à ne pas m'habiller. Je ne m'habille plus. Et je reste les volets fermés. Voilà. Et donc, vous pensez qu'aller à cette clinique vous aidera à vous remettre. Mais il y a toute une histoire qui est la vôtre, qui demande à être écoutée, racontée à quelqu'un. Si la thérapie comportementale cognitive, ils ne la font pas tellement. Quelquefois, au début, oui, ça marche. Les 2 premières séances, on a l'impression c'est pas ça dont vous avez besoin, Bernadette. C'est pas de cette type de thérapie dont vous avez besoin. La thérapie cognitive ou comportementale, elle est effectivement, comme son nom l'indique, sur des troubles du comportement. Vous n'êtes pas dans un trouble du comportement. J'ai des tocs, quand même. J'ai des phobies, des tocs, ça l'a peut-être aidé, d'accord, mais c'est une conséquence de votre dépression de longue durée. Oui, mais le médecin ne me parle pas. J'entends. Ne parle pas de ce que je peux. Par exemple, là, mais si vous alliez vivre avec un homme, je peux pas avoir une relation avec un homme. Si vous alliez voir dans votre ville s'il y a un psychanalyste. Mais c'est payant. Oui, et vous ne pouvez pas. La Sécu. Non. Donc vous n'avez aucun moyen à dégager financier? Non. Parce que tout psy a ses bonnes œuvres ou peut vous faire un tarif, faut voir avec lui. Pour y aller consulter. Oui. Qui puisse vous entendre votre parole. C'est ça qui va vous soigner, Bernadette. C'est votre histoire de vie qui a besoin de s'alléger un peu. Donc voyez dans vos économies ce que vous pouvez faire. Comme dit René, la cure par la parole, c'est la plus forte de toutes les thérapies. Et sinon, il y a Babette qui dit un déménagement s'impose pour une nouvelle vie. Oui, mais le déménagement, c'est pareil. Il faut payer. Oui. Et vous n'avez pas de revenus ni de ressources? Non. Si, j'ai des revenus. J'ai une pension d'invalidité pour ma dépression. Oui. Qui est de 680 €. Et puis, j'ai 300 € d'ASS. Mais ici, je suis dans une résidence.
Les charges sont très lourdes. Mon loyer, il est de 400 €. J'y arrive pas. Oui, c'est je mange trop pas. lourd. D'ailleurs, je fais pas 3 repas par jour. Je déjeune à midi et puis voilà. Oui. Et avec vos consultations, ce que vous faites, c'est du bénévolat? Là, c'est pris en charge. Je suis en affection longue durée. Non, mais quand vous agissez pour les autres, c'est dans l'associatif? Comme j'ai pas le droit de travailler, je suis une association à but non lucratif. Je comprends. Comme j'ai pas le droit de travailler, je suis en catégorie 2, donc je peux pas avoir une association à but lucratif. Donc j'ai que les adhésions et j'ai bien noté dans les adhésions que j'étais amenée à demander des frais pour faire pérenniser mon association. Mais alors ça, les clients ont du mal à le comprendre quand même. Ils se rendent pas compte qu'une cartouche d'encre, c'est 60 €. Mais oui, bien sûr. Mais moi, en demandant une adhésion de 35 €, et quand c'est un dossier qui perdure, là, actuellement, je suis à 600 € sur mon association de découvert. C'est vous qui avez monté cette association? Vous êtes toute seule ou il y a des gens autour de vous? Non, je suis toute seule. J'ai un trésorier pour mon association. Mais... Et si vous faisiez rentrer des partenaires qui vous aideraient? Alors, j'ai déjà demandé à la mairie, j'ai demandé à une députée. Sinon, non. Voilà. Enfin, c'est non d'avoir des moyens. Vous avez demandé des moyens, oui. Moyens financiers. Oui, là j'entends, mais je pense d'autres gens qui viendraient y travailler avec vous. Oh non, parce que c'est très compliqué quand même, c'est du droit. Et moi, je pratique tout le droit du commerce, le droit du travail. Mais il y a des gens à la retraite très calés en droit, d'anciens juristes à la retraite. Oui, mais je fais mes courriers moi-même, je gère moi-même mes dossiers. Ouais, vous n'avez pas envie. C'est difficile pour vous de faire confiance. C'est difficile parce que quand le client m'expose son litige, je sais à qui je dois m'adresser, ce que je dois faire en premier, etc. Donc je vois pas, mis à part le trésorier qui s'occupe de la trésorerie, mais c'est tout. Oui. Donc d'avoir quelqu'un qui... Parce qu'en fait, vous êtes aussi très seul, c'est ça que j'entends, et très isolé. Et donc ça tourne beaucoup dans votre tête. Là, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait connaissance d'une personne, mais je crois que, je sais pas, j'arrive pas à accrocher au niveau de cette personne et je n'arrive pas à avoir de sentiments. Ouais, on doit se quitter, Bernadette, et j'en suis désolée, c'est la fin de l'émission, mais peut-être aussi une assistante sociale, propose Juliette, pourrait vous aider. En tout cas, je vous souhaite bon courage, Bernadette, et surtout une bonne nuit à toutes et à tous. On se retrouve dimanche soir. Demain soir, c'est l'Eurovision sur Europe 1, et on se retrouve dimanche à 23h. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat avec Ondelat raconte. Bonne nuit à vous.